je chute tout le temps sur le plat. Je dois pas lever assez les pieds, j'en sais rien. Et toujours est-il que je passe et je me prends une motte de terre dans les pieds et je tombe avec les mains dans le dos et la tête la première. Et du coup, je racle le sol du menton jusqu'au haut du front. Et je me relève avec de la terre plein la bouche, je saignais du front, je sais pas. Maï me dit, mais Amandine, ça va? Je dis, mais troisième, Maï, troisième, on s'en fout, on continue. Et du coup, je continue à courir en crachant de la terre avec Maï qui me sort un mouchoir qui m'éponge le front et tout. Et elle me dit, mais tu veux pas t'arrêter? J'ai dit, mais jamais de la vie. Salut à toutes et à tous, et bienvenue aux amis trailers, runners ou encore non sportifs. Dans le LTP, je reçois les personnages divers et variés qui constituent ce milieu. Organisateurs de courses, athlètes élites, coureurs de milieu ou de fin de peloton, je souhaite, à travers un entretien au format long, entrer en profondeur dans l'intimité de mes invités. Ceci afin de connaître leur histoire, leurs moments marquants, leurs petits secrets. Mais je souhaite également, dans ce projet, créer une vraie communauté participative. Et pour atteindre cet objectif, vous pouvez m'aider en parlant du LTP autour de vous, car le bouche à oreille reste le meilleur moyen de nous faire grandir. N'hésitez pas également à noter avec 5 étoiles et à laisser un commentaire sur la plateforme Apple Podcast, c'est ce qui m'aide à grimper dans les classements. Mais je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ces considérations et passons à la présentation de l'invité du jour. Mon invité aujourd'hui est une trailleuse de montagne, une runneuse des villes, une coureuse de cours, une coureuse de long, voire de très long, une blogueuse qui aime partager ses récits de course, une instagrammeuse qui aime partager ses photos en nature ou ailleurs. Elle fait partie, elle aussi, des personnes qui m'ont le plus suivi depuis le début et soutenu. Pour ça, je l'en remercie. Et dans notre entretien, nous allons aborder tout un tas de sujets, des différents aspects de sa vie, son enfance, ses premiers pas de sport, de course à pied et de trail, la gestion des blessures et de l'abandon. Et nous terminerons par le test final décisif des questions rapides. Donc je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Et j'accueille Amandine Pezzani. Amandine, salut, je te remercie de nous rejoindre sur le podcast et je te souhaite la bienvenue. Salut Nico, bonjour et puis bonjour à tous. Je suis absolument ravie d'être là et de discuter course à pied et trail avec toi. Et je suis absolument ravi que tu nous rejoignes. Je suis très content, comme je te le disais dans l'introduction, tu es quelqu'un qui m'a beaucoup apporté de soutien et ça fait vraiment plaisir et vraiment chaud au cœur, donc je suis vraiment content que tu sois l'invité du jour. Amandine, on commence par la question habituelle du début d'entretien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs ? Oui, alors du coup, j'ai 33 ans, je suis originaire de Grenoble, voilà, d'un petit village en montagne et je suis maintenant sur Paris depuis bientôt 5 ans. Voilà, donc je suis venue sur Paris pour travailler et je me suis mis à courir et à faire du trail depuis que je vis à Paris. Voilà, histoire d'être complètement logique. Voilà, je courais pas quand je vivais à Grenoble et je me suis mise à courir. Voilà, donc je cours. Voilà, j'ai pas de gros palmarès. Je suis plutôt milieu fin de peloton, mais je cours parce que j'aime ça. Donc voilà. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Tu as un boulot ? Oui, je suis chef de projet en système d'information dans un cabinet de consulting. Ah, on fait à peu près la même chose. Je suis chef de projet en télécommunication pour la maintenance d'un réseau de téléphonie mobile. Voilà. Donc, alors c'est pas trop le même secteur, mais le mot chef de projet me parle bien. D'accord, oui. Voilà. On parlera téléphonie en off. En off, ouais. Pas trop parce que bon. La deuxième question habituelle, est-ce que tu peux évoquer ton parcours depuis ton enfance, la famille où tu as grandi, donc le lieu, tu en as un peu parlé, ta formation, etc., pour qu'on puisse un peu comprendre qui tu es. Oui, donc alors comme j'ai dit, donc je suis originaire de Grenoble. Donc mes parents ont acheté une maison dans un petit village d'une centaine d'habitants en montagne. Donc voilà, je suis pas une sportive née. Alors pas du tout pour le coup. J'ai jamais fait de sport étant petite, mais par contre je passais ma vie dehors. Voilà, donc tous nos week-ends, mon papa retapait notre maison. Donc moi j'étais dans la forêt à construire mes cabanes, à me construire des arcs, à aller aux champignons avec ma maman, etc. Voilà, donc mes parents sont pas sportifs. Par contre, ils sont tous les deux amoureux de la montagne. Voilà. Donc ils sont tout le temps avec
rando, bâton, en train de faire des chemins forestiers, voilà, mon papa adore créer des itinéraires de randonnée. Il est bénévole sur plein de courses, etc. Donc un petit peu baignée là-dedans, sans être une sportive. J'aimais pas vraiment faire du sport, hein. J'ai fait de la gym, de la GRS, j'ai fait de la compétition, mais j'étais traumatisée de la compétition quand j'étais petite. C'est vrai? Donc, ah ouais, 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 j'ai eu une très très mauvaise expérience en compétition et je pense que je m'en suis jamais remise. Alors, il va falloir Donc, qu'on parle de ça précisément parce que, comme je l'ai dit dans un autre épisode, ma fille qui a 12 ans est également adepte de la gymnastique. Elle fait également des compétitions. Alors, raconte-moi un peu ton traumatisme pour que je puisse comprendre ce que je dois pas reproduire avec ma fille. ça va être difficile de pas reproduire parce que ça tenait qu'à moi, hein, D'accord. mais non, mais je faisais de la GRS, tu sais, Ouais. voilà, et donc avec des massues, et en compétition, je perdais tous mes moyens et donc je lançais mes massues et au lieu de la rattraper, je la regardais tomber par terre et du coup, je la ramassais et je relançais l'autre et je la regardais par terre et du coup, je la ramassais et en fait, la compétition me tétanise et Mhm. du coup, je restais, figée au milieu face au jury sans savoir, rien faire et du coup, voilà, donc j'ai Pre- arrêté, Premier pas de sport un peu compliqué. un peu compliqué, ouais, c'est ça. Donc après, j'ai fait un peu de natation, j'ai fait pas mal de taekwondo, mais jamais très longtemps et jamais très poussé, disons. Et ensuite, donc, tu as évolué. Donc, une fois que tu as grandi, collège, lycée, comment ça se passe derrière? Alors collège, lycée, bah, ça se passe sans sport aussi. Mhm. Malgré tous les efforts de mes parents, malgré, mon frère lui, c'est un sportif et il est, hyper compétitif. Alors lui, pour le coup, s'il y a pas de compétition et qu'il y a pas de podium à la clé, ça l'intéresse pas. Et du coup, bah, non, je faisais pas grand-chose, en fait. Je partais faire des randonnées et du ski avec des amis, mais ça m'intéressait plus pour la fondue aux trompettes de mort, qu'il y avait, à l'arrivée que pour le sport. Donc voilà, toujours dehors. J'ai vraiment passé ma vie dehors, mais je faisais pas vraiment de sport. J'ai rien trouvé qui suscitait suffisamment mon intérêt pour que j'ai envie, d'aller plus loin. Je reviens un peu sur ce que tu disais il y a 2 minutes. Euh, ton frère est plus grand ou plus petit que toi? Il est plus petit. Il est plus petit. C'est fou comme Ouais. il, il peut y avoir des différences dans une fratrie en termes de mentalité, alors que les parents, ben, forcément, sont les mêmes. Comment tu peux Oui. l'expliquer, cette différence? Bah, j'en ai, un petit peu. Alors avec mon frère, on est les exa opposés, hein. C'est-à-dire que moi, j'ai un mental à toute épreuve, mais je suis pas compétitive. D'accord? Et mon frère est ultra compétiteur, mais il vit relativement mal les difficultés. Voilà, pour lui, si c'est voilà, un échec, c'est très, très dur, très compliqué pour lui. Mais écoute, je sais pas du tout. Alors, est-ce que c'est peut-être la dualité frère-sœur? Est-ce que c'est peut-être, de chercher toujours à se démarquer peut-être un petit peu de son grand frère ou de sa grande sœur? Je sais pas. Après, l'esprit compétitif, en règle générale, il découle souvent, alors c'est pas toujours le cas, parce que tu en es la preuve, des parents. Et toi, à première vue, les tiens étaient pas du tout dans cet esprit-là, quoi. Non, pas du tout. Oui, écoute, je sais je demanderai à mon frère: «Mais Mhm. pourquoi es-tu comme Pourquoi ça, es-tu comme Maxime? ça? Pourquoi?» Mais ça lui réussit, hein, parce lui, il fait du vélo de route et il fait des podiums à chacune de ses courses, donc c'est un bonheur, c'est un bonheur. D'accord. Mais il est aussi impliqué dans le sport que je le suis. On n'est juste pas au même niveau. D'accord. On continue un petit peu sur ton parcours. Les études, alors comment ça se passe? Comment tu évolues vers un secteur que je connais bien, hein, informatique, je crois. Plus on va dire Oui, tout à informatique. fait. Comment en arrives-tu dans ce domaine? Alors par, des hasards, mais complètement, incohérents. Il y a pas une grande cohérence dans mon parcours, il y a énormément d'opportunités. J'ai commencé par faire une licence en marketing, un bachelor en marketing, parce que je voulais être chef de produit à l'époque, Mhm. et je voulais arrêter mes études et finalement à la fin de mon bachelor avec Cyril, donc Cyril qui était mon copain, qui est mon mari aujourd'hui, D'accord. on a décidé de prendre une année sabbatique pour partir à l'étranger. Donc j'ai arrêté mes études et on est parti voyager pendant 1 an.
En rentrant, j'ai refait. Attends, je te coupe. Oui, bien sûr. T'as voyagé pendant un an et tu m'en parles pendant 10 secondes. Là, ça marche pas, ça. C'est Donc, vrai, c'est terrible. si tu peux rentrer un peu dans le détail de ce voyage, que tu nous fasses partager Oui, un peu vos expériences. oui, avec plaisir, avec plaisir. Alors, à la base, on était parti pour vivre un an en Nouvelle-Zélande. Ouais. Voilà, donc on est parti, on a acheté un van et on a vécu 6 mois dans notre van en Nouvelle-Zélande, à voyager sur l'île du Nord, on a fait l'île du Sud. Et puis, on a travaillé après pendant 3 mois dans un vignoble, donc toujours en vivant dans notre van. Donc, notre van qui était absolument pas fait pour vivre dedans. Donc, en hiver, on se réveillait, on avait de la buée qui sortait de la bouche, il y avait des gouttes qui tombaient de partout. Enfin, bon, c'était terrible. Et on a fini par travailler, on a mis de l'argent de côté et après on est parti un mois en Thaïlande, on a fait un mois en Indonésie, on a fait un mois en Inde, on est passé par la Malaisie, par la Polynésie française et on est rentré en France. Et Voilà, qu'est-ce que tu peux dire de cette longue expérience d'un an, c'est ça? d'un an, ouais, c'est ça. Vous en avez retiré? Tous les jours, j'ai un petit peu envie de repartir dans mon van avec mon sac à dos. Mhm. Non, je pense que déjà on a appris à parler anglais, ce qui est quand même quelque chose Vous de avez pas non appris, vous avez négligeable pas appris à aujourd'hui. parler anglais dans les écoles françaises. C'est bizarre, Ah, ça. c'est bizarre, hein, c'est tellement étrange. Alors j'avais beau lui dire Hello, where is the kitchen? Malheureusement, en plus avec l'accent néo-zélandais, c'était peine perdue. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc ça nous a apporté ça d'une, et puis non, ça, de découvrir la mentalité. Enfin, moi, la Nouvelle-Zélande, je suis tombée amoureuse de ce pays, hein. Les paysages sont d'une beauté à couper le souffle et la gentillesse des gens est juste mais exceptionnelle. Et après, chaque culture et chaque pays, il y a quelque chose à prendre et à intégrer. Ça aide à prendre beaucoup de recul. Mhm. Ça aide à être un petit peu plus sociable. Ça aide à prendre du recul sur les choses de la vie. Voilà, on rentre en France, on est content d'avoir la Sécu. C'est ça. On rentre. Ah, bah oui, non, mais non, mais c'est terrible. Moi, je suis tombée malade là-bas et c'est vrai que tu vas chez le médecin, c'est 80 € Il et faut sortir la c'est carte bleue. exactement, c'est Voilà. ça. Voilà, Et donc pas la carte verte. et pas la carte verte, ouais, c'est ça. Non, Mm. non, mais il y a énormément de choses. Après, quand on rentre en France, on se réhabitue très, très Bien vite sûr. au quotidien. On n'a pas eu de téléphone pendant un an, par exemple. Enfin, vraiment, c'était une déconnexion totale. Alors, pour parler personnellement, mon rêve c'est d'acheter un van. Donc, avec mon épouse, on a on a le même objectif qui devrait se réaliser bientôt. Et tu me fais rêver avec tes histoires d'années sabbatiques. Bon, c'est très délicat de le mettre en place quand tu as presque 40 ans et en étant salarié, etc. Donc mais c'est vrai que ça a dû être quelque chose d'exceptionnel, quoi. C'était quand d'ailleurs? C'était il y a combien de temps? Alors, ça devait être ça fait 8 ans, je crois qu'on est revenu, 9 ans. Non, c'était 2011-2012, je crois. Et Oui, c'est ça. ça a été quoi le plus dur pour vous quand vous êtes revenu ici? Ça a été l'arrivée à alors l'arrivée à l'aéroport, en fait, on est venu nous chercher en voiture, on a mis nos bagages dans la voiture, on est parti 10 minutes, on est revenu et on nous avait volé tous nos bagages dans la voiture. Welcome. Donc voilà, donc un an de photos, un an de souvenirs, un an de cadeaux, un an de voilà. Et en fait, on est allé au poste de police et ils nous ont dit: «Bah, vous voulez qu'on fasse quoi?» Ben, je sais pas, me consoler, me prendre dans vos bras peut-être? Non, ça non. Bon alors, bon, Même ben, pas je ne ça? sais Bon, pas. bah tant pis alors. Même pas ça. Non, ça a été, l'arrivée a été dure et après, ben, c'est juste de reprendre, un quotidien. On est moins libre en fait, voilà. On est moins libre. Faut se créer, autrement de la liberté. Et donc tu disais, pour en terminer avec ce sujet-là, tu disais que tu avais envie de repartir dans ton van régulièrement. Ça te travaille à ce point ou tu te sens quand même épanoui aujourd'hui? Non, non, je ne repartirai pas comme ça, parce que c'est quand même, faut tout quitter et Bien après, sûr. enfin, c'est dur de reconstruire, on repart à
zéro. Bien sûr. Non, j'arrive à me créer ces moments de liberté les week-ends ou quand je pars en randonnée. Ou voilà, c'est un autre ajustement. Voilà, c'est un peu moins dans l'extrême, tout quitter et partir en van, mais c'est de reproduire à des petits niveaux dans mon quotidien ces moments. D'accord. Pour en revenir à donc, votre retour, comment ça se passe une fois que vous revenez ça évolue comment pour votre situation? Alors, on revient, du coup, moi, je commence un master. Donc, par opportunité, en fait, je trouve une alternance chez ST Microelectronics à Grenoble, donc dans le domaine électronique. La carte à puce, c'est ça? Exactement, oui. Mm. C'est ça, tout à fait. Qui est une grosse boîte sur Grenoble. Et en fait, je fais mon master et ma thèse là-bas. Et c'est là-bas aussi que je rencontre des collègues en fait qui me font découvrir la course à pied. Donc voilà. Et ensuite, à la fin de ma thèse, je suis recrutée au ministère de l'Intérieur à Paris en fait pour faire les achats informatiques de l'État, enfin du ministère de l'Intérieur et de l'État. Donc une opportunité, enfin mon chef de bureau à l'époque me trouve sur LinkedIn, chercher un acheteur, me propose le poste et en fait ça va très très vite. En 2 mois, je démissionne de Grenoble, je monte à Paris et je démarre voilà, au ministère à Paris. Donc j'arrive dans l'informatique un petit peu par hasard. Et en fait, le chef du bureau qui m'avait recruté au ministère est parti dans un cabinet de consulting pour prendre la direction en association et je l'ai suivi en fait. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, si j'ai bien compris, toujours dans le même donc chef de projet en IT. Oui, Ça se passe bien, on va dire, on va pas faire 2 heures là-dessus, mais voilà, tu es satisfaite de ta situation? oui, j'adore ce que je fais. Je fais tout avec enfin, à partir du moment où je n'aime plus, je change. Donc, Mhm. si je suis dans ce cabinet qui est absolument génial, hein, voilà, avec des personnes qui sont d'une intelligence, ça porte aussi hein, d'être Bien sûr. entouré par des gens hyper compétents. Donc, moi, je suis ravie de ce que je fais. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais sans rentrer dans les détails, mais Oui, alors, donc j'accompagne les directions dans leur stratégie IT, donc tout ce qui est informatique, big data, tout ce qui est passage dans le cloud, etc. Et je suis surtout spécialisée dans les marchés publics. Donc, quand il y a, par exemple, des réponses à certains appels d'offres, je les aide à élaborer leurs réponses aux appels d'offres de l'État. Et j'aide aussi les entreprises ou les ministères à rédiger des appels d'offres pour leurs besoins. Donc, je les accompagne à rédiger leurs besoins dans leurs négociations et jusqu'à la mise en place de leur marché, en fait. d'accord. Voilà. Bon, du consulting, de l'aide de l'aide à la décision, ouais, Oui. bon, ok. Euh, on va revenir un petit peu au sport. Tu me disais tout à l'heure Oui. que lors de ton expérience à Grenoble à ST Microélectronique, tu avais découvert la course à pied. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et puis nous détailler, si possible, précisément ton arrivée dans le trail running? Oui. Alors, du coup, effectivement, il y a un challenge entreprise qui existe un peu, je crois, dans toutes les villes, qui s'appelle l'Equiden. Oui. Voilà. Et en fait, j'ai des collègues qui Excuse-moi, eux, je te coupe, mais tu peux préciser. oui, Alors, l'Equiden, il y en a un à Marseille, je crois. Et tu peux préciser? bien sûr. Alors, l'Equiden, c'est une course du coup entreprise. Donc, je crois que c'est une distance de 42 kilomètres, donc la distance d'un marathon, et c'est découpé en 5 ou 6 tronçons distance. Donc, il doit avoir, je sais pas, 3 7 kilomètres et un 10 kilomètres et deux 5 kilomètres. Je sais Donc, pas c'est un si je relais, fais en le fait. compte. Oui, voilà, c'est ça. Chacun court une partie et voilà. Et du coup, c'est assez sympa de faire ça en entreprise. Du coup, il y en a pour tous les niveaux. Et moi, il leur manquait quelqu'un pour le 5 kilomètres. Et comme ils savent que je suis toujours partante pour tout, ils m'ont demandé d'intégrer leur équipe. Et du coup, je suis rentrée le soir à la maison et j'ai dit à mon mari, mais mon Dieu, il faut que je cours 5 kilomètres, je ne vais jamais y arriver. T'avais Et jamais il m'a couru dit, à cette époque-là? jamais, 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 jamais. jamais. À part pour aller Franchement, cueillir les champignons.
Ah ouais, et encore courir pour cueillir les champignons, je suis pas sûre que j'en trouver beaucoup. Mais du coup, voilà, et du coup, Cyril me dit: «Ben, prends tes baskets et on y va». Et du coup, on est parti et on a fait 2,5 kilomètres et on a mis presque 25 minutes. Et j'ai cru que j'allais mourir. Mais je suis rentrée et je me suis dit: «Mais c'est ça y est, j'ai trouvé. C'est ça que j'aime faire, en fait». C'est vrai? Dès la première Ah sortie? ouais, ah ouais, ça a été horrible, hein, ça a été dur, mais alors je ce c'est cette satisfaction et ce bonheur que j'ai ressenti, je me suis dit: «Mais c'est génial», et j'ai débuté comme ça. La Génial. course à pied donc en 2015, donc il y a 5 ans, Mmh. heu et puis j'ai augmenté les distances au fur et à mesure, Et et alors du coup ce passage dans le trail, raconte-nous un peu? le passage dans le trail, c'est mon premier trail, c'était, ça va te rappeler un podcast que tu as diffusé il y a pas très longtemps, parce que mon premier trail, c'était la Saint-Élion. D'accord. Voilà, et c'était en décembre 2016, donc 1 an et demi après, mes premiers pas, sur, Donc la vraie Saint-Élion, on est d'accord, hein? Le la 60, 76, la 76 kilomètres. 72, je Ouais. crois. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas ce qui m'est passé par, la tête en m'inscrivant. 2016, ça a été un peu l'année de la bascule. J'ai fait mon premier semi, mon premier marathon, ma première course à étapes, et je me suis dit: «Bah, autant faire un premier trail». Je sais pas trop ce que c'est, mais ça a l'air hyper sympa. Et je me suis retrouvée, sur la ligne de départ de la Saint-Élion à minuit. Il faisait -15 degrés, il y avait de la neige de partout, et heu et je me suis dit: «Bah, allons-y», et puis, j'y suis allée et puis ça s'est bien passé. Voilà. Tu étais préparé, spécifiquement à cette Saint-Élion? Tu savais à quoi t'attendre ou pas du tout? Pas trop, non. Non, non, pas trop. Après, comme j'aime tellement courir que je suis un peu toute l'année en prépa, en fait. J'ai vraiment, voilà, mais puis il y a pas beaucoup, beaucoup de dénivelé, donc ça va, enfin ça va. J'étais dans des conditions, je faisais des courses longues, voilà. Je cours longtemps, en fait, je suis relativement endurante, donc ça m'aide beaucoup et je pense que ça m'a beaucoup aidée, et puis j'ai un mental, voilà, mon mental m'aide, en général quand, plus rien ne suit, le mental aide, et du coup, j'ai clôturé, enfin, ça a été mon premier trail. Et ce que tu dis, c'est intéressant. J'ai l'impression qu'il y a des gens, alors moi personnellement, c'est un peu dur de dire ça, mais il y en a plein qui le disent: «J'aime pas courir». Je crois que tu es la première invitée qui me dit, du fond de ses tripes: «J'aime ça». Vraiment, t'aimes courir. C'est un truc que tu adores faire. Ouais, 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 non, mais je sais, mais c'est une discussion que j'ai beaucoup, c'est un peu compliqué, mais j'aime ça, vraiment, Non, mais tant mieux. Tu as un voilà. avantage par rapport à nous, aux autres, qui est indéniable, hein. Oui, après je dis pas qu'il y a il y a des moments où je me dis: «Mais pourquoi? Mais pourquoi je suis là? Pourquoi je me suis mis dans cette situation? Pourquoi je me fais ça?» Et après je me rappelle juste pourquoi je fais ça, et puis ça va. Mais oui, ouais, j'aime vraiment courir, hein. Bah, justement, ben, est-ce que tu peux nous évoquer là rapidement les deux trois courses qui t'ont marqué? Donc tu as parlé de la Saint-Élion, je pense que ça en fait partie, les Kidam du début, et puis tu en as encore deux ou trois autres? Oui, alors, j'en ai beaucoup, en fait. J'essaie de chaque course que j'aborde, j'essaie de me dire que c'est le graal suprême et qu'il faut que je prenne tout ce qu'il y a à prendre dans cette course. Comme ça, je pars sans regret. Mais, mon premier marathon, parce que c'est un premier marathon, Mmh. et que, C'était où? et qu'en termes de à Paris. À Paris, d'accord. Ouais, j'ai fait le marathon de Paris, ça a été mon premier, et ça a été, juste, exceptionnel. Enfin, vraiment, j'ai adoré ça. L'échappée belle, alors ma première échappée belle, qui est un 57 kilomètres, avec 4 500 de dénivelé positif et négatif, qui est un trail que j'ai adoré faire. Hyper technique, et c'est là que je me Ouais. suis dit: «Mais je suis amoureuse des cailloux, j'adore ça». Le massif de J'ad Beldon, c'est apparemment, je suis jamais allé, mais c'est apparemment quelque chose, hein. Ouais, 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 en plus, c'est en dessus de chez mes parents, donc Mmh. c'est vrai que c'est un peu chauvin, mais C'est voilà, c'est à la c'est un sortie parcours que de le j'adore. massif de Beldon, pour ceux qui connaissent pas. Enfin, moi j'ai découvert ça il y a pas longtemps, je suis désolé, mais c'est juste, à la sortie de Grenoble en montant vers Chamonix, si je dis pas de bêtises, c'est ça?
Oui, c'est ça. Alors après, il y a plusieurs parcours, mais Plusieurs c'est ça. parcours. Ouais. C'est au-dessus de Grenoble. D'accord. Tout à fait. Donc il y a C'est toute la chaîne de Beldon. il y a cette échappée belle dont tu te rappelles. Il y en a une autre? Et après, bah, il y a les courses. J'ai fait aussi des courses à étapes. J'ai fait les 210 km des chemins de Compostelle, qui est pas vraiment, enfin, qui est un petit peu du trail. Voilà, il y a entre 1000 et 1005 de dénivelé par jour sur 5 jours. Ouais. Et ça qui a été au niveau du dépassement de soi, et ça a été juste une course exceptionnelle. Tu parles de ça, ça m'intéresse parce que moi je les connais un petit peu, les chemins de Saint-Jacques. Tu es parti d'où pour arriver où? Alors du Puy-en-Velay, Ouais. et on arrive à Conques. Conques, ouais, d'accord. Parce que nous, j'ai une maison de famille du côté de Saint-Privat d'Allier, etc. Monistrol d'Allier, donc voilà. Vous êtes passé par là, j'imagine. On est passé à Saint-Privat. Oui, on est passé à Saint-Privat. Il y avait une étape qui passait par là-bas. Tout à fait. C'est chouette, hein. Et ouais, c'est génial. C'est génial. Enfin, vraiment, j'ai adoré. Par contre, j'ai souffert. Enfin, ça a été d'enchaîner les jours à 40 km, 50 km, 30 km. Pour le corps, c'est quelque chose. T'avais déjà fait une course à étapes avant celle-ci? Oui, alors j'en avais fait une. J'avais fait la Sénégazelle. Je ne sais connais pas pas. si tu vois. Non. Alors, c'est une course au Sénégal, mais en fait, c'est une course humanitaire. C'est sur une semaine, donc c'est sur 5 jours, mais c'est des petits kilométrages. Tu as entre 5 et 10 kilomètres à parcourir par jour. Et en fait, tu pars d'un village et tu cours jusqu'à une école et tu amènes du matériel scolaire en fait aux enfants de l'école. D'accord. Donc, on doit partir avec 40 kilos de matériel scolaire dans nos bagages. Et en fait, voilà, c'est chaque jour une étape, chaque jour une école, et on est accueillis par tous les écoliers qui dansent, qui chantent, qui font du tambour, etc. Et on leur distribue le matériel juste après la course. Là Voilà. aussi, ça a dû être une grande expérience humaine. Humainement, c'était un gros choc émotionnel. Alors déjà, de courir dans le sable, c'est pas franchement facile. J'ai jamais couru dans le sable. Mais alors, humainement, c'est exceptionnel. Il y a de les voir, de leur donner un stylo à paillettes et de voir leur sourire, et qui te disent merci, qui te font des câlins. Enfin, voilà. Ça permet de prendre un petit peu de recul aussi sur beaucoup de choses. C'est clair, surtout en ces temps compliqués. C'est ça. Je veux pas être désagréable, donc je vais arrêter là. Merci pour ces souvenirs. J'ai vu récemment que tu t'étais lancé le défi de faire le 80 de l'échappée belle, dont tu parlais tout à l'heure. Donc tu es monté d'un cran. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus en détail l'aventure, y compris la préparation, s'il te plaît, Amandine? Oui. Alors, l'aventure, comme le 57 était très très bien passé, je me suis dit, je vais me faire le 87. Le 57, tu l'avais fait en quelle année, excuse-moi? 57, c'était en 2018. Non, c'était récent, d'accord. Oui. Ça s'était hyper bien passé. Enfin voilà, donc un terrain que je connais. Donc je me suis dit, je vais monter un cran au-dessus et puis je vais me faire la prépa adaptée. Donc pour une fois, je m'étais inscrite en avance, donc j'étais fière de moi parce que je m'inscris toujours au dernier moment sur les courses. J'avais fait un plan d'entraînement vraiment parce que ça s'aborde avec beaucoup d'humilité, hein. C'est très technique. Il y a 6005 de dénivelé. Donc voilà, le but, c'est pas de me blesser. Le but, c'est de courir. Donc tu l'avais prise au sérieux? Je l'avais prise au sérieux. Voilà, c'est une course vraiment, pour le coup, je sais d'où je viens, je sais où je vais. Et voilà, je suis assez... enfin, voilà. Je suis pas vaniteuse sur ce terrain-là. T'as les pieds Donc sur terre. j'avais T'es un pas peu envie comme de moi. voilà. J'avais envie de la finir, j'avais envie de profiter sans me blesser. Bon, raté. Je Oui, mais spoil la fin, raté. t'as spoilé là. Bon, tu vas nous raconter pourquoi Ouais, on c'est arrive à ça. la fin. C'était un raccourci. Non, mais et après, effectivement, il y a eu le Covid et le confinement. Donc, en fait, tout mon plan et ma prépa est complètement tombé à l'eau. Et moi, j'ai été confinée dans un appartement à Paris. Voilà. Donc, Pas évident. ouais, impossible j'avais pas monté les marches de mon immeuble. Voilà, j'ai essayé, les voisins n'étaient pas hyper contents, donc j'ai abandonné.
Tu Donc m'étonnes. la préparation a été repoussée, hyper courte. J'ai quand même réussi à me faire des blocs en juillet et en août en allant chez mes parents, du coup, pour essayer de faire un peu des randos, de la montagne, d'enchaîner les kilomètres, le dénivelé. Mais c'était clairement pas suffisant, vraiment pas suffisant. Mais j'étais sur le départ, je me suis dit: «Avec mon mental à toute épreuve, ça va bien se passer». Ça va le faire. C'est ça, donc je pars avec le sourire, tout va bien et je prends le départ et au 4e ou 5e kilomètre, je commence à avoir une douleur au genou, une bonne douleur au genou, Que tu n'avais jamais eu? que j'avais jamais eue. Non. Non, non. Alors des fois, j'ai des douleurs sur des courses ou des trails, mais c'est l'effort qui veut ça, hein. Celui qui n'a jamais de douleur, il faut qu'il me donne sa recette, hein, parce que voilà. Mais non, des C'est un peu dur de dire ça, mais moi je dis, celui qui a jamais de douleur en trail, c'est qu'il est mort. exactement, je serais pas aussi cash. Ou alors c'est Je qu'il ment, l'assume à moitié celle-là. c'est ça. Mais alors c'est Ou qu'il alors c'est un ment, c'est menteur, qu'il ouais, n'est c'est pas ça. honnête, voilà, tout à fait. Non, mais du coup, ouais, une douleur et je me dis: «Ah, c'est bizarre parce que je connais pas cette douleur». Parce qu'il y a des douleurs, je les connais, je sais comment changer ma foulée ou comment changer ma posture ou voilà. Et là, je me dis: «Bon, allez, c'est pas grave, c'est parce qu'on attaque par une descente, j'aime pas les descentes, moi je préfère monter, ça ira mieux après». Et en fait, la douleur est pas partie du tout. Donc je passe le premier ravito, avec, un petit peu de douleur. Mon frère me rejoint, avant la grosse montée en fait du col du Morétan, donc qui est assez connu sur, l'échappée belle puisque c'est un pierrier, et ça monte, sec, très, très sec. En montée ça va, donc je me dis: «Bah, ça va aller» et il faut redescendre ce col et là, ça a été, mais l'horreur. C'est-à-dire que j'arrivais plus ni à plier le genou, ni à courir. J'arrivais à peine à marcher. Je pouvais plus m'appuyer sur ma jambe droite. Enfin, vraiment une douleur, Tu peux la situer et la douleur, c'était à quel niveau? alors Heu, c'était, à avec des mots? l'extérieur du genou. Ah, avec des oui, c'est vrai que je te le montre là, mais tout le monde ne me voit pas. C'est à l'extérieur du genou droit. Voilà, vraiment une D'accord. grosse douleur à l'extérieur du genou droit, qui commençait à se diffuser un petit peu de partout donc voilà, donc je prends un Efferalgan en me disant: «Bah, je vais prendre quelque chose de magique, je vais masquer la douleur, je vais tromper mon cerveau et on n'en reparlera plus» et en fait, ça a strictement rien fait et la descente, ça a été, l'angoisse. En plus, on est passé sur des névés, Mmh. je peux plus marcher, j'ai tout descendu les névés, sur les fesses, heu, avec, un bâton dans chaque main pour me tracter. Enfin bon, ça a été, l'angoisse et j'ai appelé mon coach en disant: «Mais trouve-moi une solution, sois mon magicien David, pitié». Et mon frère il me regardait avec ses grands yeux, il avait de la peine pour moi, ça se voyait, mais il pouvait rien faire et et après, au kilomètre 26, j'ai clopiné, marché jusqu'au kilomètre 36, jusqu'au prochain ravito et du coup, il m'a fallu quand même 10 kilomètres pour me dire: «Ah bah, Amandine, arrête en fait, Ça passera pas. ça passera pas». En fait, j'étais large, j'avais un bon classement, j'étais, large sur les barrières horaires, enfin vraiment, j'aurais pu terminer la course en marchant, Mmh. mais quel Quel intérêt? intérêt? Quel intérêt? Et en plus, c'est pour me faire encore plus mal, là, c'était de l'ego, donc voilà. Donc il a fallu, 10 kilomètres pour, que je mette mon ego de côté en me disant: «Bah, il faut t'arrêter» et du coup, je me suis arrêtée. Voilà, donc petite balade et grosse déception. Petite balade, tu as fait quand même pas loin de la moitié, non, un petit peu moins de la moitié quand même, mais Oui, moins de ouais. comment tu géré ce moment, on n'en parle pas souvent, mais comment tu as géré ce moment où tu dois mettre le clignotant là? Ça a été très difficile pour le coup parce que j'ai abandonné 3 courses depuis que je cours, 2 à cause de blessures, de vraies blessures pour le coup. Enfin, une à cause de blessures, une à cause d'une barrière horaire, pardon, et celle-ci, comme c'était pas je m'étais rien cassé là, j'essayais de me dire: «Mais ça va passer», je m'en voulais en plus, je me disais: «Mais j'abandonne, mais peut-être que je peux aller au bout». Enfin vraiment ça a été très, très dur, de me di enfin, de me dire qu'il fallait que je m'arrête. Mmh. Voilà, d'anticiper en fait pour pas arriver au point de rupture où la blessure allait vraiment être grave. Savoir prendre ce recul pour me dire: «Si tu continues encore 10 bornes, Amandine, là, ça va être, enfin, tu risques, d'avoir quelque chose d'irréversible».
Et puis je pensais à mon papa qui m'attendait un peu plus loin. Je pensais à mon mari qui est là pour m'encourager, à tous les messages que j'avais reçus d'encouragement. J'avais l'impression de décevoir un petit peu tout le monde. Voilà, c'est vraiment dur d'abandonner. Enfin, pour moi, c'est très, 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 très dur Et d'abandonner. qu'est-ce que tu avais mis derrière cet objectif? C'était quoi pour toi l'objectif principal? Enfin, c'est un peu une question très psychologique, mais tu cherchais quoi en faisant cette échappée belle, cette échappée belle? Euh, C'est pas simple comme question, je suis désolé. non, 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 c'est pas simple, mais je vais essayer d'y répondre. Et puis, si je dis n'importe quoi, bah tant pis. Mais bah, j'essaie, en fait, j'augmente les distances et j'augmente la difficulté parce que je veux voir jusqu'où mon corps et jusqu'où je peux aller. J'ai pas encore atteint mes limites. Et en fait, plus je vais loin, plus je repousse mes limites et plus ça me rend heureuse, en fait. Vraiment, c'est une dose de bonheur. Donc, l'échappée belle, c'est une course que j'adore. Là, c'est une distance que j'avais jamais fait. Donc, je voulais voir, en fait, enfin, je voulais voir ce que j'allais ressentir, en fait, après 80 kilomètres, après 6000 mètres de dénivelé, comment mon corps allait réagir, voilà, ce que ça allait me faire psychologiquement, mentalement, voilà. C'était une quête de découverte de toi-même en fait. C'est ça, c'est ça. Hmm. On revient un petit peu sur la blessure. Donc tu as eu un diagnostic de posé sur cette blessure? Oui, alors quand je suis rentrée, effectivement, je suis allée directement voir un médecin du sport qui m'a diagnostiqué du coup un TFL. Alors, je connais l'acronyme, je pourrais pas te dire le nom en entier. Je la connais très bien. Je crois, si je me trompe pas, que c'est tendinopathie faciale lata. C'est Et ben voilà. c'est une inflammation du tendon qui passe sur le côté du genou. Je la connais très bien cette définition parce que j'en souffre assez régulièrement depuis mes débuts. Donc vas-y, je te laisse Ouais. poursuivre. Mais non, mais c'est ça, hein, c'est donc, tu vois, tu devrais même plus en parler que moi parce que moi, c'est un peu une découverte. Mais visiblement, c'est très courant, chez les Très courant. coureurs. Voilà, et du coup, le médecin du sport m'a même pas fait d'IRM ou de radio, de choses comme ça. En fait, il a fait un point de pression, il m'a fait faire des mouvements, et il m'a dit, bon, bah, il y a pas photo, c'est sûr que c'est un TFL. Voilà. Alors là où c'est étonnant, c'est que la douleur t'est venue, tu ne la connaissais pas avant et qu'elle t'est venue après 5 kilomètres de course. Ça, c'est étonnant. Parce qu'en règle générale, enfin, je parle que par rapport à mon expérience, hein. Je suis pas médecin, Oui, ça vient après des sorties qui sont très longues ou c'est vraiment une inflammation, quoi. Donc c'est vrai que c'est étonnant de l'avoir eu après 5 kilomètres. bah, écoute, t'es pas le premier à me dire ça, Nicolas, mais j'en sais rien. Voilà, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai vu un médecin du sport, après j'ai vu un podologue, et ils m'ont tous fait le même diagnostic, voilà, donc Alors pour parler un petit peu personnellement, j'ai quand même pas mal de recul par rapport à ce problème et je pense que ça intéresse certains d'entre nous. Parce que comme tu disais, c'est assez répandu. Donc oui. effectivement, me concernant, j'ai fini en boitant les 15 derniers kilomètres du trail de la Sainte-Victoire que j'avais fait, qui était assez roulant d'ailleurs. Un peu à l'instar de ce que tu disais, c'est-à-dire les douleurs arrivent quand c'est roulant ou quand ça descend. Oui, Effectivement, ça m'est arrivé là et j'en ai souffert beaucoup. J'ai pris rendez-vous avec un podologue qui m'a fait des semelles orthopédiques et mmh, c'est passé. Clairement, à première vue, ça arrive beaucoup quand on a une foulée pronatrice, c'est-à-dire les jambes et les pieds vers l'intérieur. Et ça arrive très peu d'accord, souvent aux gens qui ont les pieds vers l'extérieur. Parce qu'en fait, le fait d'avoir les pieds vers l'intérieur, ça engendre une tension sur le tendon qui est à l'extérieur du genou. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que, comme je disais, je ne suis pas médecin. Mais c'est un peu ce que j'en ai retenu. Et effectivement, moi, parfois, il m'arrive de changer de chaussures avec des semelles qui sont un peu plus souples. d'accord, La mauvaise position de mon pied vers l'intérieur recommence et l'inflammation du tendon revient. Donc moi c'est comme ça que je d'accord, le vis, voilà. C'est-à-dire qu'il me faut absolument des chaussures qui me remettent les pieds un peu plus vers l'extérieur pour que cette tendinopathie s'arrête. Voilà, c'est ma conclusion par rapport à mon cas propre. Voilà. voilà. Mais après effectivement, enfin encore une fois, moi je suis pas médecin, je suis pas coach, voilà, et puis chaque pathologie est différente, mais pour le coup,
Effectivement, moi, c'est surtout dû à une faiblesse musculaire Oui. aussi. Voilà, j'ai aucun muscle. Voilà, je me suis fait enguirlander par le médecin, par le podologue, parce qu'en fait, j'ai zéro muscle. Mes quadriceps sont pas musclés et du coup, il y a rien qui tient mes rotules, mes tendons, Mhm. ni quoi que ce soit. Forcément. Donc, voilà, donc au-delà du TFL, en fait, enfin, le premier travail, c'est de me muscler, de faire un travail musculaire et notamment axé sur les quadris. Mhm. Et tu faisais jamais de Voilà, PPG? elle m'a jamais. C'est mal. C'est C'est mal, très très c'est très mal. mal. C'est très mal. Mais il y en a beaucoup qui disent qu'ils le font et ils le font pas aussi. Ça, c'est encore plus C'est mal. ça, c'est ça. Mais moi, je suis honnête. Non, mais vraiment, en fait, j'aime faire ce que j'aime. Donc, comme j'aime courir, je cours. La PPG, voilà. Mais là, j'ai trouvé l'intérêt. Eh oui. Et comme le but, c'est de durer, là, j'ai un programme militaire à suivre et que je suis avec Et, une. et tu constateras qu'avec... je t'ai coupé, je suis désolé. Tu constateras qu'avec la PPG que tu vas faire, tu vas en tirer des bénéfices sur ta pratique. J'espère. J'espère. Tu vas te Oui, sentir oui. beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus solide. Et c'est évident. C'est ça. Donc, bientôt, je fais des podiums. Je sais pas, peut-être pas, mais en tout cas, en tout cas, moi, c'est par rapport à ce que je sais, ce que toujours pareil Ouais. à mon cas personnel, voilà, la PPG, le renforcement musculaire, c'est indéniable ce que ça t'apporte en termes de solidité, quoi. Oui. Mais j'en suis absolument convaincue, hein. Surtout quand tu Mais je le te, faisais pas, par paresse. surtout quand Mais tu te balances sur des échappées belles, quoi. Tu vois. c'est ça, c'est ça. Non, mais après, il faut être cohérent. Il y a un moment donné où si on veut faire du technique et si on veut durer, ben, faut mettre les choses, enfin, faut faire les choses enfin, sans muscle, on grimpe pas, quoi, ou on C'est se clair. blesse. Et Voilà. surtout, on descend pas. C'est surtout Et ça. on descend pas, oui. Oui, parce que grimper, effectivement, ça pose pas de problème. Voilà, je grimpe facilement, mais on descend plus après. Et Donc, à oui, moins c'est d'avoir ça. une tente et voilà, de faire De faire, une retraite c'est ça. spirituelle en haut du col du Morétan, faut descendre. Euh, On va changer un petit peu de sujet. Donc avec toi, je Oui. veux lancer un nouveau moment dans le LTP. Alors j'ai trouvé un jeu de mots. J'appelle ça le moment extraordinaire. Alors je suis très fier de ce jeu de mots. Euh, Quel est pour toi ce moment extraordinaire depuis le début de ta pratique? Alors, déjà, bien joué pour le jeu de Merci. mots. Faut le Merci, merci. breveter, hein, faut le breveter. Fais ça Ouais, vite. j'ai déjà balancé quelques hashtags, donc au moins il y a la preuve que c'est moi qui l'ai inventé ce terme. Très bien, très bien. Bon, l'épisode est enregistré, ce sera C'est ça. enregistré aussi. C'est ça. Alors, un moment extraordinaire. Alors, je vais t'en parler. C'est pas une course que j'ai aimée. Dans la course en elle-même, mais par contre, c'est un moment extraordinaire pour moi. C'est les trails du Château de la Loire que j'ai fait l'année dernière, je crois. Ouais, je crois que c'était l'année dernière, qui était un 65 kilomètres. Oui, je crois que c'était ça. Il devait pas y avoir beaucoup de D+ au château de la Loire, non? Si je dis pas de bêtises. Non, il y avait pas grand-chose, hein. C'était très, très, très roulant. Mais bon, après, très roulant, ça veut dire qu'il faut courir tout le C'est long ça. aussi. Donc, c'est une autre difficulté, mais du coup, qui, moi, me va bien. Et du coup, je prends le départ et comme d'habitude, généralement, j'ai ma copine Maï, qui est une amie à moi, qui me rejoint sur les 10 derniers kilomètres parce qu'elle m'accompagne très souvent sur mes courses. Voilà, c'est une vraie amie qui me suit et qui m'encourage. Et du coup, elle me rejoint, je crois, là, 15 ou 20 kilomètres avant la fin. Et du coup, je trottine et je vois un bénévole et je passe devant lui et il me dit: «Ah, troisième féminine, super!» Et là, je lui dis: «Mais qu'est-ce qui...» Bon, c'est pas grave, je dois être un peu gazée, je continue et puis je vois un coureur qui me dépasse et qui me dit: «Oh, troisième féminine, top!» Et là, je me dis: troisième féminine, mais troisième, ça veut dire le podium, et là, dans ma tête, je suis passée en mode compétition pour la première fois de ma vie. Et Maï me rejoint et je lui dis: «Mais Maï, je suis troisième. Tu checkes derrière, tu te retournes. S'il y a quelqu'un qui me rattrape, tu me dis, je Tu mets des sprinte.» pots de banane, tu mets des clous par C'est terre, on s'en ça. fout.
Je lui disais, tu Tu check, moi je t'occupes. regarde pas, j'avance, toi tu regardes derrière et tu me dis. Et elle me dit, ok, ok, donc on y va, voilà, et on arrive, je crois, à 5 kilomètres de la fin. Et comme on a à mon habitude, je tombe tout le temps. Quand je cours, je tombe. Je sais pas pourquoi, je chute tout le temps sur le plat. Je dois pas lever assez les pieds, j'en sais rien. Et, et toujours est-il que et je me prends une motte de terre dans les pieds et je tombe avec les mains dans le dos et la tête la première. Et du coup, je racle le sol du menton jusqu'au Ah haut oui. du front et je me relève avec de la terre plein la bouche. Je saignais du front, je sais pas. Maï me dit, mais Amandine, ça va? Je lui dis, mais troisième, Maï, troisième, on s'en fout, on continue, on continue. Et du coup, je continuais à courir en crachant de la terre avec Maï qui me sort un mouchoir, qui m'éponge le front et tout. Et elle me dit, mais tu veux pas t'arrêter? Je lui dis, mais jamais de la vie. Et je passe la ligne d'arrivée. Donc, ligne d'arrivée, hein, bon, il y avait personne, il y avait même pas d'organisateur. Bon, très bizarre, mais je sais que je suis troisième à ce moment-là. Et voilà. Et je fais un podium à la troisième place avec du sang sur le front, encore de la terre dans la bouche. Et juste pour ce moment, cette course, elle reste en mémoire parce que voilà. Vraiment un moment extraordinaire, je Ah, pense. il est En tout cas pour super. moi. Il est super. Et il est plein de paradoxes ce moment parce il correspond pas du tout à ce côté, c'est-à-dire l'esprit compétitif que tu n'as pas. Par contre, il correspond bien à apparemment le fait que tu tombes régulièrement. C'est ça, ouais, je lève pas assez les pieds, je sais pas, mais bon, toujours est-il que mis bout à bout, ces petits instants ont fait de ce trail un bon souvenir. Ah bah c'est chouette. Est-ce que tu peux évoquer ton pire moment de trail jusqu'à présent? Un moment où tu t'es dit là, non, là. Ouais. Ah bah, j'en ai un enfin, mais j'ai même encore du mal à m'en remettre aujourd'hui, hein. C'est que j'ai vraiment mal vécu ce moment. C'est sur les 90 kilomètres du Mont Blanc, du coup de l'année dernière. Ouais, c'est ça, de l'année dernière. On sait plus avec ces histoires, on sait plus quelle année on est, pourquoi, comment. Je sais pas toi, mais Je sais. Non, mais c'est ça, mais c'est 90 kilomètres du Mont Blanc de l'année dernière. Et, euh, et là, pour le coup, avec du recul, j'avais pas le niveau, clairement. J'allais pas assez vite, etc. Bon, toujours est-il que je prends le départ et que je passe la première montée et que là, tous mes appareils tombent en rade. Donc, ma montre tombe en rade, j'avais pas de téléphone et moi, toutes mes courses sont calées sur les barrières horaires. Donc là, j'avais plus aucun point de repère par rapport à mon chrono, mes allures, etc. Donc déjà, hyper difficile. Mais je me dis, bah, c'est pas grave, tu continues. Et j'arrive en haut de la première montée et j'ai un bénévole qui me dit, mais non, mais arrêtez de courir, ça sert à rien. De toute façon, vous allez jamais passer la barrière horaire à votre rythme. La course sympa. est finie pour vous. Arrêtez. Et je me dis, bah, je dois vraiment être à la bourre. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, bah, du coup, je marche, je trottine. Je me dis, bon, bah, la course est finie, je comprends pas. Je continue. Quelques kilomètres plus loin, je vois un deuxième bénévole qui me dit, mais alors, mais enfin, faut courir. Pourquoi vous marchez? Je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, mais enfin, le ravito, il est en bas. Si vous voulez respecter la barrière horaire, il va peut-être falloir vous bouger un peu. Et je me dis, mais je suis pas hors délai. Et il me dit, mais pas du tout. Et du coup, là, je me mets à sprinter. Je fais la descente en sprintant. C'est Tu pareil, il y tombes ou avait un pas? éve- Alors, il y avait un évé, donc j'ai anticipé. Je me suis mis sur les fesses. J'ai descendu toute la descente sur les fesses, etc. J'arrive au ravitaillement. Juste, ils étaient en train de remballer. Donc, j'arrive dans les temps. Donc, je me dis, mais génial, le pire moment est à venir, hein. Donc, il faisait 40 degrés, je crois, sur cette course. Donc, il faisait hyper chaud. Et je leur demande un verre d'eau. Ils me disent ah non, non, on est en train Non. de remballer. Là, on a tout rangé. Et je leur dis mais il fait 40 degrés. Enfin, s'il vous plaît, j'ai chaud. Ils me disent bah, vous verrez au prochain ravito. Là, on Ah, remballe tout. sympa. Bon, je me dis, bah, ok, donc bah, je repars, c'est pas grave. Donc je repars, je me dis, bon, bah, pour avoir la deuxième barrière horaire, va falloir que je mette le turbo, voilà. Donc je me dépêche, c'était 10 kilomètres, je sais plus combien, bref. Et j'arrive à la deuxième barrière horaire, et là j'ai un bénévole qui se met en face de moi, la barrière horaire était à 8 heures. Il me regarde, il me dit 8h01, dossard. Oh non. Et là, je lui dis, mais non. Il me dit, vous me donnez votre dossard tout de suite. Et il se met à me crier dessus. Et il me dit, si vous ne me donnez pas votre dossard, je vous préviens, je vous l'arrache. Ah oui, Et je, carrément.
Et là, du coup, je me suis mise à pleurer et je lui dis: «Mais pourquoi vous êtes méchant comme ça? Pourquoi vous me criez dessus?» Il me dit: «Non, mais j'en ai marre maintenant, la barrière horaire, c'était 8 heures, il est 8h01, vous me donnez votre dossard». Donc je pleurais, lui, il me criait dessus, je comprenais plus rien, donc je lui donne mon dossard, et il s'en va comme ça. Il me laisse en pleurant et il me dit: «Mais si vous voulez continuer, bah, continuez de toute façon». Et je lui dis: «Mais c'est-à-dire je peux continuer la course?» Il me dit: «Bah oui, si vous voulez y aller, mais vous avez plus de dossard». Et je lui dis: «Oui, mais c'est-à-dire que je vais arriver au ravitaillement et ils seront fermés, donc j'aurai plus d'eau, plus rien du tout». Il me dit: «Oh bah oui, ça vaut risque et péril après, voilà». Et je lui dis: «Bah non, je vais pas faire ça du coup». Course. Et du coup, je m'arrête, voilà, je retourne au village, et cetera. Donc fin de la course. Et cette course, je me suis dit, mais vraiment, je me suis dit: «Mais c'est pas pour ça que je cours, en fait. C'est Mhm. pas possible». Ça a été, je ne comprends pas. Et même aujourd'hui, hein, je ne comprends pas. Alors, et ça a été horrible, horrible. Ça, j'ai plus envie de courir pendant un bon moment C'est vrai? après, hein. Ah ouais, ça m'a je comprends pas, en fait. C'est pas ce que j'aime dans la course à pied. Non, puis il y a Heu, les barrières horaires, elles sont là pour des raisons précises, mais après, effectivement, il y a l'art et la manière de dire les choses, quoi. c'est ça, tout à fait. Je lui demandais pas de me faire un gros câlin et un petit bisou dans le cou, mais au moins je sais pas, juste de pas me crier dessus, en fait. Mm. Voilà, surtout pour 1 minute. Enfin, j'étais tellement déçue que Mm, voilà. tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Du coup, c'est pour Donc ça qu'aujourd'hui, tu as progressé et que tu veux plus flirter avec les barrières horaires. c'est ça. Quand je fais des courses, en tout cas, je suis vraiment stressée par les barrières horaires maintenant. Ah oui, tu m'étonnes. Merci pour ce souvenir. Désolé de te l'avoir fait ressurgir. Je sors du cauchemar. C'est foutu. Est-ce que tu peux évoquer avec nous ton site internet Run with Pez, dans lequel tu relates tes récits de course alors, je te cite, du 5 km à l'ultra, du bitume au sentier et de la ligne d'arrivée à l'abandon. Est-ce que tu peux parler avec nous de ce sujet, s'il te plaît? Oui, alors, bah, c'est tout nouveau, hein. J'ai fait ça, juste après mon abandon de l'échappée belle. En fait, je communique beaucoup sur Instagram parce que j'adore faire des photos et j'adore partager mes sorties, et Je cetera. confirme, tu fais des très belles photos. Oh, c'est gentil, merci. Et j'avais reçu, je te mens pas, j'ai peut-être reçu 20 ou 30 messages de personnes qui me demandaient: «Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous». Et je me suis dit: «Ben, pourquoi pas écrire?» J'aime bien écrire, j'aime bien raconter mes souvenirs de course, donc pourquoi pas les mettre, je sais pas, par écrit, parce que moi, quand je prépare une course, j'aime bien lire des récits de course, mais souvent, il faut faire, tant de kilomètres, il faut faire tant de sorties par semaine, il faut, voilà. J'ai pas trouvé jusqu'à aujourd'hui des récits un peu juste des récits, voilà, avec de l'honnêteté, avec des erreurs, avec comment est-ce que ça s'est passé, et cetera. Et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas écrire?» Et puis on voit ce que ça donne. Et du coup, j'ai fait, voilà, j'ai fait le récit de mon échappée belle, j'ai fait le récit, des chemins de Compostelle, j'ai fait, plusieurs récits avec, en toute honnêteté, ce que j'ai vécu et comment je l'ai vécu. Heu, voilà, tout simplement. Il y a pas de but, en fait. Je suis pas coach, je suis pas médecin, rien du tout. Je suis juste, quelqu'un qui court et qui fait des erreurs et qui fait des trucs bien des fois, et puis voilà. J'ai lu un petit peu, donc je suis pas rentré vraiment dans le détail, mais j'ai lu quelques récits. Et effectivement, il y a pas mal d'humour, c'est chouette, c'est transparent, c'est frais, hein, donc continue. C'est top, c'est top, top. C'est gentil, ouais. Alors, pour l'humour, des fois, je fais un peu trop de traits d'humour. Alors, des fois, mon mari me dit: «Ah, ton humour à 2 balles, Amandine». Des fois, il y a pas tout le monde qui va le comprendre, Moi, qui va je comprends pas les gens qui ont l'humour à 2 balles comme ça. Pardon. c'est un scandale. On devrait les censurer, Ah on oui, devrait les censurer. ah, c'est clair. Mais voilà, donc il y a pas d'objectif sauf, partager, en fait, voilà. Si quelqu'un a envie de lire, un récit sur une course qu'il va faire, et ben, voilà, il aura mon expérience. Ah ben, c'est chouette. Quelle est ta vision pour les années, bon, les mois ou les années à venir en ce qui concerne ta pratique du trail? Alors même si en ce moment c'est difficile de prévoir quoi que ce soit, comment tu vois ça? Mmh. Hem, Bah, j'ai l'impression, alors je suis pas,
moi, je vais continuer à faire mes courses, avec mon esprit, avec mes objectifs et avec ma vision du trail, hein. Chacun a sa propre vision, en fait. Moi, je cours sur bitume, je cours en montagne, je cours de partout, en fait. Enfin, c'est pas sectaire pour moi, le trail. Par contre, je trouve qu'il y a beaucoup plus de plus en plus de personnes qui parlent chrono quand ils font des trails. Maintenant, on parle beaucoup enfin, voilà, il y a beaucoup, de plus en plus de chronos, de gens qui se fixent un petit peu des objectifs en termes d'horaire ou des choses comme ça, euh, qui ressemblent peut-être un petit peu plus à la vision course sur route, du coup. C'est Mais vrai. au-delà de ça, je pense qu'à un moment donné, si les organisateurs de courses déjà veulent garder cet esprit un peu d'authenticité de trail, va falloir qu'ils fassent des choix en termes de nombre de participants et en termes d'organisation de course. En fait, on ne peut pas organiser un trail en montagne comme on organise le marathon de Paris. Euh, Faut pas que ça devienne, et je pense, faut pas que ça devienne des machines à business, parce que ça va desservir le trail, ça va desservir la montagne en fait, plus la nature et la montagne plus que le trail en lui-même. Euh, voilà, donc je pense que les gens qui font du trail, c'est des gens qui sont amoureux de la nature, amoureux de la montagne, et l'objectif c'est de la préserver. Donc s'il faut qu'ils ne s'inscrivent pas à une course pour préserver la nature et la faire en off, ben, j'espère que cet esprit va être construit plus dans ce sens-là. Mhm. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce Si, que je si. dis, mais Si, voilà. je suis à moitié d'accord avec ça. Malheureusement, la popularité et la démocratisation du trail fait que, comment faire? Enfin, après peut-être avoir la situation des États-Unis qui est, il y a énormément de gens qui font du trail ou de la course à pied, puis avoir des courses Mm. élitistes avec 300 coureurs. Je suis partagé, moi, là-dessus. C'est-à-dire, euh, on peut dire ce qu'on veut de l'UTMB ou des Templiers, etc. Mais ça reste quand même des références dans le monde du trail, dans le monde du sport. Ça amène énormément d'argent dans les collectivités locales, etc. Donc il y a de tout. Il y a effectivement ce que tu dis, que ça Oui, devienne pas, on tombe pas dans un état d'esprit qui s'éloigne absolument trop de l'esprit initial, mais malheureusement l'esprit initial il est amené à évoluer aussi avec la démocratisation, quoi. Je sais pas ce que tu en penses. c'est vrai. Si, si, mais je suis entièrement d'accord. Mais par exemple, les Templiers, pourtant, il y a énormément de participants et je trouve que l'organisation est hyper bien menée. Euh, voilà, je trouve que tout est fait en cohérence, en fait. Mhm, Voilà, c'est vrai. c'est juste ça. Moi, tant qu'il y a du respect un petit peu de la nature et que ça ne devient pas. Après, j'ai pas vraiment. Enfin, c'est horrible, hein, je vais faire un peu la Suisse, hein, mais j'ai pas vraiment d'avis, en fait. Moi non plus. C'est euh, Je suis comme toi. et, le trail, j'espère qu'il y a de plus en plus de gens qui vont se mettre à courir, mais ne serait-ce que pour eux, en fait, Mhm, que ce soit par le trail, par le bitume, par n'importe quel biais, par le triathlon, par tout, peu importe, en fait. C'est juste, plus il y a de gens qui font du sport, plus notre communauté sera représentée et plus on aura de personnes avec qui échanger. Donc c'est génial, mhm, c'est génial. c'est clair. Après l'organisation des courses, ça c'est un autre sujet. C'est bon. Moi, j'en fais de moins en moins. Voilà, je fais de plus en plus de courses en off de mon côté. Moi, j'y crois beaucoup à ça. C'est-à-dire que il y a eu effectivement une période phare des courses comme l'UTMB où c'était le Graal absolu. Et puis là, tu te rends compte qu'il y a une espèce de revirement de situation où il y a de plus en plus de gens qui font du off, de plus en plus de Oui. gens qui se remettent à faire des choses un peu plus courtes. Et moi, je crois beaucoup à la diversité de la pratique, en fait. Et ça, j'y crois Mm. absolument, quoi. Je suis persuadé que à un moment donné, on était persuadé où tout le monde allait vers l'ultra et c'est l'ultra, c'était la finalité. Et je suis persuadé que c'est, pour moi en tout cas, c'est pas le cas. Et j'espère qu'il y a beaucoup Mm. dans la pratique de manière générale, on aura de plus en plus cet esprit de diversité. Oui, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Tu vois, favoriser les Mm. KV, il y a des KV fantastiques. J'en parlais avec avec l'auteur des genoux dans le GIF.
qui est absolument Oui, fan du KV de la Foulie. Alors, j'ai jamais vu en vrai, mais apparemment, c'est juste fantastique. Il y a énormément de choses à faire et à voir, et il faut conserver cette diversité, quoi, de mon point de vue. tout à fait. Bah, les kilomètres verticaux, en ce moment, enfin, tout le monde se lance des défis en off et effectivement, on n'en parlait pas il y a quelques années. C'était effectivement, comme tu dis, hein, tout le monde parlait d'ultra, etc. Donc, c'est bien. Et il y a plein de formats. Effectivement, il y a plein de formats. Il y a plein de manières de courir. Il y a plein de choses à faire. Donc, le trail a encore de beaux jours C'est clair. devant lui. Et puisque tu parles des records en D+24 heures, je fais un petit coucou à Élise Delannoy que j'ai eu récemment, qui va être, dont l'épisode va être diffusé juste avant le tien, et qui tente le record du D+24 heures. C'est une des premières femmes à le faire, donc je lui fais un petit coucou. Oui, j'ai vu. Voilà. J'espère qu'elle va réussir. Ouais, j'espère aussi. On arrive tranquillement à la fin de l'épisode. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer ou un sujet à évoquer? Bah écoute, non, rien de particulier, sauf enfin, j'ai pas parlé effectivement de tous les gens qui sont autour de moi et qui me soutiennent tout le temps et qui m'encouragent. Voilà, je suis hyper bien entourée. Donc ça, je pense que je leur dis, s'ils écoutent le podcast, je les obligerai à écouter. Il faut Mais que tu du coup, les obliges, absolument. c'est ça, je les obligerai à écouter. Mais du coup, non, mais mon mari qui me soutient et qui est un pilier juste inestimable et tous les messages et tous les gens qui m'entourent, qui me donnent encore plus envie de continuer à courir. Voilà, le trail, enfin la course, c'est solitaire, mais on est tellement bien entouré que c'est une grande famille. Voilà. Le trail, Donc, le sport individuel le plus collectif, exactement, comme tu dis toujours, mais c'est tellement vrai. je trouve. Juste avant de passer aux questions rapides, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux, sur ton site? Donc je répète, le site c'est Run with Pez. With comme avec, et Voilà. Pez, P-E-2-Z. C'est ça? Je me trompe pas? Oui, c'est ça. Pèse parce que je m'appelle Amandine Pezzani. Voilà. Voilà. C'est Et est-ce tout que simplement. tu peux nous donner tes liens sur les réseaux sociaux, pardon? Oui, bah, enfin, moi j'utilise Instagram. Voilà. Donc mon Instagram c'est Amandine Pezzani. Voilà, donc je partage toutes mes sorties, mes photos, parce que j'adore la photo. Voilà. Amandine Pezzani avec 2Z et un N. Juste pour C'est ça, préciser. tout à fait. On passe, merci beaucoup. On passe aux questions rapides, des réponses courtes et pas d'arguments. Oui. Tu es prête? Allons-y. Je suis prête. Plat favori après la course? Rien. Je D'accord. suis désolée. Non, mais rien. Je n'ai pas faim Ah ouais. après avoir couru. Mais vraiment, Je comprends, je ça suis me pareil. coupe l'appétit. Je Donc je suis suis désolée. pareil. Non, mais je comprends. Boisson favorite après la course? De la Rosana. L'eau gazeuse. L'eau pétillante. L'eau pétillante, Ouais. d'accord. Rosana. Gel, bar, les deux ou aucun des deux? Aucun des deux. France ou étranger? En France. Même pas la Et, Nouvelle-Zélande? Ben oui, non, mais tu mais courais pas. Tu courais alors pas. ouais, je courais pas. Ouais, mais j'ai fait. Je suis partie en Islande. Là, j'ai fait l'Islande. J'ai visité l'Islande en courant. Voilà. Maintenant, je visite en courant. Mais en France, on a tellement de choses à visiter que quand même, je vais dire la France avant. Racine ou verglas? Racine. Tu n'aimes pas les névés, tu m'as dit tout à l'heure. Hein. Donc ça confirme. Hein. Non, je suis pas très très forte. Non. Courir de nuit ou de jour? 2 jours. L'hiver ou l'été? L'hiver. Alors je précise, je propose pas printemps et automne parce que c'est évident que c'est quand même les meilleures saisons. Voilà. Tu préfères le matin ou le soir? Le matin. Tu es plutôt podcast, musique ou rien du tout? Les deux. Tu l'as pas proposé, mais. Non, t'as pas le choix. D'accord. Facilite le choix de ne pas avoir le choix. Podcast. Ah, c'est gentil, merci. Seul ou accompagné? Seul. Faut l'assumer, hein, mais moi aussi c'est pareil. Hein, faut assumer à le dire, mais c'est bien d'être.
Ouais, j'aime courir seule. Moi aussi. Voilà, Et est-ce que tu préfères le trail ou le bitume? Oh, tu réfléchis. Le trail. Non, le trail. Le trail. Eh bien, Amandine, je te remercie énormément. J'ai passé vraiment un agréable moment, plein de fraîcheur et de sincérité et de simplicité. Je te remercie du fond du cœur d'être venu me rejoindre. Bah, écoute, merci beaucoup, Nico. Et puis, j'espère que ton podcast va avoir énormément d'auditeurs et que ça durera. Mais tu as toutes les armes pour, donc merci c'est gentil. à toi. Ça s'est pas vu à l'écran, mais je croise les doigts pour Amandine et j'en profite pour remercier tous les auditeurs qui me font d'énormes retours et les écoutes sont plutôt encourageantes, donc merci pour l'encouragement. Ouais, super. Je te dis à bientôt et j'espère qu'on se recroisera sur les chemins. Peut-être pas sur le bitume parce que c'est pas mon truc, mais en tout cas peut-être sur une course ou ailleurs. Bah, avec plaisir, Nico. Merci beaucoup. À très bientôt, Amandine. Salut. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié mon échange avec l'invité du jour. N'hésitez pas à rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux à Let's Try Podcast. Mais vous pouvez également me retrouver sur mon site internet en tapant Let's Try Podcast dans la barre de recherche. Au risque de me répéter, je vous invite à aller noter avec 5 étoiles et à mettre un commentaire sur la plateforme Apple Podcast, c'est ce qui m'aide à remonter dans les classements. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, en sélectionnant les différents liens présents sur les plateformes, vous inscrire à la newsletter que j'envoie tous les mois. Enfin, et pour terminer, et c'est ce qui compte le plus pour moi, n'hésitez pas à parler du LTP autour de vous, ceci permettra d'augmenter la communauté. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode, mais d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut